Chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous vous portez bien. Inch'Allah, j'espère également que ce virus disparaîtra et que nous retrouverons nos cours dans les amphis. Nous continuons donc notre cours de droit international que nous avons fait en présentiel déjà, sur la base d'un ensemble d'instruments, d'outils pédagogiques, notamment le manuel et le diaporama que vous avez sur la plateforme de la faculté, et sur la base également de notre interaction dans la plateforme également de l'université. Et puis, ce cours enregistré, bien sûr, qui va vous permettre au moins de comprendre certains concepts, certains développements qui me semblent importants à vous donner dans un laps de temps assez limité, mais j'espère, Inch'Allah, que nous parviendrons à expliquer l'essentiel. Ce cours du deuxième semestre, comme j'ai déjà développé, est fondé sur un ensemble de prérequis, notamment les concepts, les termes, également l'histoire, tout ce que nous avons expliqué lors du premier semestre concernant les relations internationales. Nous avons également intégré le droit international comme un instrument fondamental pour l'organisation comme un outil de travail au niveau des relations internationales, parce que les relations interétatiques ne peuvent pas fonctionner sans une réglementation. Le droit international ne règle pas seulement les relations entre les États à travers les conventions, à travers les actes juridiques, qu'ils soient unilatéraux ou multilatéraux, mais il intervient également pour réguler les relations en cas de crise. Donc, il intervient au moment de la paix et au moment de la guerre. Donc, nous avons essayé de vous rapprocher un petit peu du contexte international et nous avons également essayé de vous faire comprendre ce que c'est que la vie internationale, cet espace où tout se fait, cet espace où tout se fabrique, cet espace d'action, de réaction. Et nous nous sommes arrêtés pour faire la différence entre la vie internationale en tant qu'espace d'action, les relations internationales en tant qu'action également, et puis le droit qui est là pour utiliser cette relation, pour réglementer cette relation, pour poser les règles. Des fois, on appelle la vie internationale, les relations internationales, pour désigner cette action, on parle de la théorie du jeu, le jeu international. Et comme vous le savez, le jeu nécessite des règles aussi. Pour jouer, il faut des règles. Eh bien, le droit international, il est là pour réglementer cette vie internationale. Un jeu entre les grands et les petits, les grands États, les superpuissances, les petits États. Bien que, évidemment, vous l'avez compris dans le cours à travers les principes de la Charte des Nations Unies,
Nous avons déjà parlé de ce qu'on appelle l'égalité souveraine. Ça veut dire que tous les États sont souverains et tous les États sont égaux devant le droit international. Mais la position de l'État dans les relations internationales n'est pas celle qui est en droit international. Dans les relations internationales, il est acteur. Dans les relations internationales, il est acteur. Elle agit. Elle a l'habilité de faire et d'agir. L'habilité, la capacité de faire et d'agir. Et donc, dans cette démarche, elle produit des effets sur la scène internationale. Dans cette démarche, d'avoir, donc, quand elle a l'habilité de faire, elle a une certaine capacité, et donc, c'est le droit international qui lui donne cette capacité. C'est lui qui lui donne cette habilité de faire et d'agir. Et donc, il ne peut pas lui accorder cette habilité si elle n'a pas la capacité. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit reconnue par le droit international comme sujet du droit international. Alors, il est considéré comme sujet, l'État, parce qu'il a un territoire, il a une population, il a un pouvoir public, politique, il est reconnu internationalement, il est admis dans les institutions internationales, il agit en conséquence en respectant la légalité internationale et ça, il a une certaine légitimité nationale. C'est dans ce sens où on lui accorde cette habilité de faire et d'agir, tout en respectant les droits des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des droits et des obligations. Les États, ils ont besoin d'être protégés. Ils ont besoin d'être ensemble parce qu'il y a ce qu'on appelle cette interdépendance. الاعتماد المتبادل. Ils ont cette interdépendance. Ils ont besoin, et donc ils ont besoin les uns des autres. Le droit international donc reconnaît l'État en tant que sujet de droit international. Et à travers cette reconnaissance, nous allons constater qu'il y a une certaine évolution du droit international, un certain développement du droit international. À un certain moment, seuls les États étaient considérés comme sujets du droit international. Et ils étaient considérés les principaux acteurs dans les relations internationales. Mais au fil des temps, et dans une certaine continuité des relations internationales, la définition même du droit international ne retient pas seulement l'État en tant que sujet du droit international ou en tant qu'acteur. On constate là l'évolution du droit international et le développement du droit international à travers sa définition. À un certain moment, nous allons repérer, vous avez toutes les définitions et vous avez les auteurs en parallèle dans votre manuel. Sans nous arrêter sur ces détails, vous avez tout. Et vous avez les étapes. Vous avez observé qu'au départ, la définition ne concernait que les États. Bien sûr, une certaine différence. Il y en a un certain droit des gens, des peuples. Il y en a ceux qui veulent tirer ce droit international vers la réglementation
des relations entre les nations, et puis la définition récente et moderne, elle structure cette nation dans le cadre d'un État reconnu internationalement parce qu'elle répond aux conditions et aux critères de reconnaissance internationale. Et donc on voit qu'au fur et à mesure, et avec le développement du droit international, nous observons qu'il y a d'autres sujets du droit international à qui s'adresse le droit international. Les organisations internationales, d'autres organisations sociales, le Vatican, le Saint-Siège. À un certain moment, les organisations pour la libération, les communautés économiques et, encore plus récent, l'individu en tant qu'objet de protection déjà et en tant qu'acteur. Chers étudiants, chères étudiantes, je comprends très très bien que il est très difficile pour vous de cerner cette matière, de la comprendre en totalité, de comprendre les principes, les fondements, maîtriser les termes, les concepts et prendre toute cette richesse et la contextualiser à travers le développement de l'histoire, à travers l'équilibre et le déséquilibre des forces. Je comprends très très bien que c'est très très difficile. Mais notre objectif, c'est quand même de vous étendre, élargir le champ de vision et le champ de réflexion pour comprendre que ce droit international n'est pas seulement une question de définition, ni une question de source, ni question de responsabilité internationale, ni une réglementation de guerre, ni une réglementation de paix. C'est ce baromètre des relations internationales. C'est un baromètre des relations internationales. Le droit est le produit de la politique internationale. Il est influencé par la politique internationale. Il est orienté par les idéologies. Donc les sources subjectives du droit international influencent plus que les sources formelles qui sont des outils qu'on utilise pour dégager une règle, pour produire une règle, pour entretenir une relation, etc. Mais le droit international n'est pas seulement ça. Le droit international, c'est le moteur, bien que invisible, des relations internationales. Bien que, dans la majorité du temps, inapplicable, mais il est devenu un instrument, bien sûr, de travail. Bien qu'on trouve ce qu'on appelle les 2 poids 2 mesures à appliquer ici, inappliquer là, mais ceci n'exclut pas le fait qu'il existe. Donc, le droit international est un instrument de régulation et de règlement de la conduite des États.
il faut le connaître. Il faut le connaître, il faut, sans l'identifier en tant qu'un vieil homme très sévère et qui est en train d'ordonner de façon rigide, il faut le voir en tant qu'instrument nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationale dans ce monde. Donc, le droit international considère l'État en tant que sujet principal, bien qu'il y ait d'autres sujets de droit international, notamment les organisations internationales. Le droit international considère les États. L'État, on peut rapprocher l'État de différentes façons, de l'intérieur de l'État et puis de l'extérieur. De l'intérieur, vous avez vu, vous l'avez étudié dans vos cours donc du semestre 1 et du semestre 2, vous avez constaté que l'État il a des rôles à l'intérieur de son territoire. Et donc, il doit défendre sa population, il doit défendre l'ordre interne, il doit les protéger, il doit subvenir à leurs besoins, etc., etc. Donc, il doit organiser donc la société. Mais également, cet État, il a une vie à l'intérieur, mais il a une vie à l'extérieur de son territoire. C'est pour cette raison, elle doit avoir la capacité et avoir des droits au niveau international pour maintenir son existence, maintenir ses intérêts à l'international. Alors, pour un rappel, l'État, en tant que phénomène politico-social, il est aussi un phénomène juridique. Social, elle est toujours définie par le fait qu'elle est composée de population, territoire, pouvoir public. Juridique, elle doit répondre à un critère de souveraineté. Ce qui suppose une souveraineté de droit auquel le pouvoir de l'État est subordonné. Qui dit souveraineté dit indépendance de l'État. On ne peut pas parler véritablement de souveraineté. Donc cette souveraineté, il doit être exclusif, il doit être autonome, elle doit être pleine, elle doit être continue pour parler de souveraineté. Et puis, bien sûr, c'est cette souveraineté qui fait que cet État il est reconnu internationalement, donc par un effet déclaratif qui a une valeur plus politique que juridique. Le droit international, comme j'ai dit tout à l'heure, est le produit de la politique internationale. C'est un ensemble de règles, de discours, de techniques que les sujets et les acteurs internationaux utilisent pour régler donc leurs relations et atteindre certaines finalités sociales. Le droit international public est également un produit culturel et historique. Il est le fruit d'une évolution contrastée sur plusieurs siècles et qui a permis de le façonner
tel qu'il apparaît aujourd'hui. C'est un processus. C'est un processus fondamental de régulation et de canalisation des violences internationales. Mais ce droit international est aussi inscrit depuis son émergence moderne dans une société internationale profondément inégalitaire, où il nourrit autant de violence qu'il permet d'en apaiser. Il est la projection à l'international des valeurs et des intérêts des puissants. C'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs à travers le tiers-monde, autrefois, appelé lors de la bipolarité des guerres idéologiques, et les pays en voie de développement aujourd'hui, ou appelés sous-développés. Il est, à cet égard, intrinsèquement ambivalent, c'est-à-dire qu'il est à la fois un instrument de domination et un instrument d'émancipation pour les sujets et acteurs qui l'utilisent. Le droit international s'est considérablement transformé depuis 1945. On assiste à une multiplication contemporaine des sources, nous allons le constater d'ailleurs, des normes, des opérateurs et des utilisateurs du droit international, ainsi qu'à une relativisation certaine du rôle de l'État souverain. La globalisation, la mondialisation, il a joué ce rôle. Multiplication des normes, des sources, transformation des normes, d'autres opérateurs, d'autres utilisateurs, relativisation du rôle de l'État souverain. Les souverainetés sont affaiblies, les institutions internationales, les individus et les acteurs économiques privés sont de plus en plus émancipés. Le monde se globalise. Il se globalise en étant de moins en moins international. Dans ces structures sous-jacentes, ces domaines de régulation et d'intervention, ses sujets, sa teneur et sa portée. Le droit international évolue et traduit l'émergence de nouveaux types et un décloisonnement de ces divisions traditionnelles. L'évolution du droit international n'est pas toutefois sans poser beaucoup de problèmes, dont il faut également prendre la mesure. On peut citer plusieurs. Le paradoxe n'est pas mince, en effet, de voir la réévaluation à l'expansion actuelle de ce droit. Le besoin sans précédent de droit s'accompagne d'une perte corrélative de son identité. Effectivement, nous allons constater qu'un ensemble même dans sa définition, on essaie un petit peu d'emprunter le droit international de ce qu'il était à ce qu'il doit être à travers sa transformation internationale et à travers cet universalisme. On tire le droit international vers ce qu'on appelle autrefois, au XVIe siècle, la communauté internationale. Au lieu de fonder ce droit sur les États, qui sont les acteurs des relations internationales et qui sont également les membres des organisations internationales, c'est eux qui reçoivent l'application, qui reçoivent
le droit, c'est eux également qui fabriquent ce droit. Un paradoxe confirmé si on cherche à déterminer avec plus de précision ces traits les plus significatifs. Donc, pour étudier le droit international, nous devons multiplier les approches et donc on se propose ainsi d'envisager ce cours de la façon suivante. Sans rentrer trop dans les détails, nous allons les diviser en 3 sections qui sont les plus importantes à mon humble avis. Le droit international comme histoire et comme culture, le droit international comme ordre juridique et le droit international comme instrument de régulation d'intervention sociale. Concernant le premier point, un ensemble de facteurs font que ce droit international vient de l'histoire et représente la culture. Il vient de l'histoire, mais représente une certaine culture. C'est un droit libéral pluraliste. Autrefois, le recours à la force était licite. Aujourd'hui, le principe de non-recours à la force est fondamental dans la Charte des Nations Unies. Nul ne peut utiliser la force contre autrui. Le respect, donc, de l'intégrité des territoires des autres États. Il ne faut pas violer leurs frontières. Il ne faut pas recourir, donc, à l'agression, etc., etc. Donc, tout ce que je viens de dire là, il est structuré, il est réglementé par un droit politique qui est celui de la Charte des Nations Unies et avec tous les chapitres, donc tous les chapitres, donc avec le principe généraux et puis le chapitre 7, bien sûr, qui essaye de contraigner les États à respecter ce droit international. Également, concernant le deuxième point, le droit international comme ordre juridique, là, il faut s'arrêter sur certaines définitions, certaines distinctions, sur les sujets, les normes, les unités ou fragmentations. Et puis, le troisième axe, qui est le droit international comme instrument de régulation d'intervention sociale, il faut s'atteler sur la paix, au moment de la paix, comme instrument pour le développement des États, et puis le droit, troisième pilier, le droit de l'être humain. Concernant le premier point, le droit libéral pluraliste. Cette finalité libérale est tout entière articulée autour du principe de l'État. L'État, souverain, souveraineté, souverain, indépendant, autonome, ayant les mêmes droits et obligations que les autres États. État, autrefois, donc ce droit, on nous vient de l'histoire, sujet unique et personne morale du droit international. Elle se caractérise donc par 4 caractéristiques distinctes. Et là, au cours du XVIIIe jusqu'au XXe siècle. Le deuxième élément, c'est l'expression de la volonté de l'État. L'expression de la volonté des États qui va acquérir un statut particulier, un statut fondateur, et qui justifie, depuis jusqu'à nos jours, et qui est équivoque, bien qu'il est objet à discussion entre les juristes, et qui met toujours cette pierre dans la pratique des
du droit international. Donc, et justifier donc l'engagement et de la responsabilité de l'État. Et puis, le troisième facteur, ou bien le troisième élément important qui caractérise donc cette personnalité donc de l'État, et puis également, pas seulement la personnalité morale qui est celle de l'État, mais également ce droit international. C'est la neutralité ou le principe de ce qu'on appelle de tolérance. Il faut respecter l'État dans sa souveraineté, il faut respecter sa volonté, également il faut respecter ses choix politiques, juridiques, religieux, etc. Donc, bien sûr, dans son ordre interne. Et puis, on arrive à la quatrième caractéristique qui est celle du droit international classique, est un droit libéral parce qu'il est également un droit formel de coexistence négative des libertés souveraines. Donc, il faut que ces libertés, il faut qu'il y ait une certaine concession dans les rapports interétatiques pour, bien sûr, collaborer, mais également, il faut respecter la souveraineté de l'autre pour qu'il y ait une coexistence réelle. Donc, c'est un système libéral pluraliste concernant donc ces États, personnes morales, indépendants et souverains, égales entre elles. Donc, ça correspond plus ou moins au système des libertés individuelles à l'intérieur des États. Et donc, c'est pour cette raison qu'on l'appelle un système donc pluraliste et libéral. Alors, avant d'aller plus loin dans cette analyse, parce que nous allons nous arrêter après sur le statut de l'État et ses compétences donc liées à sa souveraineté, nous allons nous arrêter sur les caractéristiques et les fondements du droit international. Avant de nous arrêter sur le statut de l'État et sur la question de compétences et de souveraineté étatique, et bien sûr, il y a un ensemble d'éléments qui concernent l'État, notamment dans le cadre des sources du droit international. Nous avons également la question de règlement des conflits, le droit international public, qui est l'ensemble des normes juridiques et qui règle les relations internationales, c'est-à-dire les normes prescriptives, prohibitives ou permissives. Ces caractéristiques de cette personnalité morale qui est celle de l'État ou celle de ce sujet du droit international vont nous permettre de nous atteler sur les caractéristiques du droit international qui sont fondamentales. Parce que sans comprendre ces caractéristiques, on ne peut pas comprendre ce qui se passe avec le droit international dans la relation entre droit et application du droit. Pour ce faire, nous allons passer à cette présentation diaporama qui va nous permettre aux étudiants donc un peu de retenir quelques expressions et de suivre l'analyse de ces caractéristiques et de ces fondements.